Bonjour et bienvenue dans ces causeries de l'économie, la 6e causerie de la série Grandes questions économiques avec Philippe Narassiguin que nous retrouvons aujourd'hui. Bonjour Philippe Narassiguin. Bonjour Christophe Porlier. Alors nous continuons donc la deuxième partie consacrée à l'inflation. L'inflation sera-t-elle durable? Les différents visages et la problématique de l'inflation d'une façon générale que nous avons déjà abordée dans une première causerie. Nous nous sommes intéressés aux causes de l'inflation, nous sommes intéressés à l'activité économique et inflation, aux conséquences pour les entreprises, et puis à la question de l'épargne et l'érosion de l'épargne. Et un point important, l'inflation est un impôt. Nous vous renvoyons à la première causerie. Nous allons aborder cette fois-ci, dans cette deuxième causerie, un certain nombre de sujets. Et le premier sujet, Philippe Narassiguin, concernera le choc sur le prix des matières premières. Tout à fait. Écoutez, le débat est lancé. D'abord, premièrement, l'inflation sera-t-elle durable? C'est le titre même de ces deux webinaires que l'on fait. Vous avez vu la première partie. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous renvoie à cette première partie qu'évoquait Christophe Porlier, avec les différents thèmes qui ont été sélectionnés. Puis, dans cette deuxième partie, on va voir la question de l'inflation sous l'angle des filières et des matières premières, des filières économiques et des matières premières. Alors, si effectivement, on parle beaucoup de la voiture électrique. D'accord, c'est un thème qui revient avec le changement climatique, c'est des thèmes qu'on aborde depuis des années et des années. Et sauf que pour faire une voiture électrique, il faut le dire dès maintenant, on a besoin de matières premières fossiles. Donc on n'est pas sorti du fossile, contrairement à ce qu'on dit sur l'ensemble des antennes de télévision. Les responsables disent à longueur de journée, on va sortir du pétrole et du gaz naturel, et puis c'est bien, on aura une voiture électrique sans matières premières. C'est faux. La voiture électrique va nécessiter des matières premières fossiles, et donc on élargit la panoplie, si on peut dire, de l'exploitation des matières premières fossiles. Non seulement on aura le gaz naturel, on a déjà le gaz naturel, on a le pétrole, on aura bien sûr, et là je parle que de la question de l'énergie bien sûr et de l'électricité, on aura aussi le lithium en premier, le nickel et le cobalt. Alors, la période actuelle, elle est marquée justement par une hausse des prix des matières premières. On l'a vu avec la guerre en Ukraine, matières premières agricoles, les céréales par exemple, ou d'autres céréales qui de leur prix augmentent, matières premières énergétiques. On l'a vu aussi lors de webinaires précédents. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, quand on parle de voiture électrique, tout le monde se dit qu'on pourra avoir de l'électricité sans matières premières minérales. Donc, je l'ai dit, c'est inexact. Pour faire des semi-conducteurs, parce que c'est ça le problème, les voitures électriques marchent avec des semi-conducteurs. Pour faire des semi-conducteurs, pour les fabriquer, il faut du lithium, du zinc, du cobalt. Et là, on a effectivement les prix de ces matières premières qui ont vraiment flambé, notamment le lithium. Le prix du lithium, le cours du lithium a été multiplié par 7. Et celui du nickel et même celui du cobalt par 2 depuis le mois de janvier 2001. Donc vous voyez que vraiment ce sont des hausses considérables. On peut dire là vraiment qu'on est face à une explosion des prix de ces matières premières. Donc une inflation. Alors, où va jouer l'inflation justement? Parce que là on aborde la question par rapport à la causerie précédente sur l'inflation, sur la deuxième partie, on aborde l'inflation vue à travers des filières importantes qui structurent l'économie mondiale. Vous avez beaucoup de filières qui structurent l'économie mondiale, mais vous avez des filières principales et puis des filières qu'on peut appeler secondes, enfin moins importantes. Quelle est une des grandes filières de l'économie mondiale? Vous avez bien sûr la filière automobile. Vous avez la filière textile, puis bien sûr la filière biens d'équipement, etc. Production des biens d'équipement, etc. Mais concernant la filière automobile, il faut savoir que avec l'augmentation de ces prix, on aura une voiture électrique à 38 000 euros en entrée de gamme, c'est-à-dire le bas de gamme. Je ne sais pas si nos responsables ont dit déjà aux Français que le prix de cette voiture électrique, c'est quand même un prix relativement élevé. Le prix d'entrée est très élevé et par ailleurs, je crois que d'ici 2030, nous aurons un basculement complet vers la voiture électrique en Europe. Or, le problème qui se pose, on va le voir, c'est que nous ne maîtrisons pas ces filières. Ce qui est aussi un problème, c'est qu'aujourd'hui,
70% du marché mondial des batteries électriques vient d'une firme en Asie, une seule, pas deux. Il s'agit de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Je vous rappelle qu'on avait déjà vu ça dans les problèmes de chaîne d'approvisionnement l'an dernier dans la géopolitique du vaccin, dans notre série donc précédente. Et cette entreprise, bien sûr, est très en avance et va prendre encore plus d'avance parce qu'elle va investir à elle seule, je ne parle même pas des autres pays d'Asie, à elle seule, 100 milliards de dollars en 2 ans. Et là, sur le slide que j'ai là, quel enseignement on peut tirer en matière de décision économique? Parce que nous avons fait beaucoup de rapports, nous sommes des spécialistes de rapports, beaucoup de colloques, beaucoup de mots qu'on prononce comme ça devant les caméras de télévision, sauf que il y a des gens qui parlent et puis des gens qui font. Apparemment, en Asie, ils font. Nous, on a beaucoup parlé, sauf qu'on ne maîtrise pas l'approvisionnement de ces matières premières. Donc, je rappelle que ces matières premières, il y en a en France. On a découvert du lithium en France. Mais est-ce que maintenant qu'on retourne aux matières premières minérales, est-ce que les protecteurs de l'environnement vont accepter qu'en France, on produise du lithium? Alors, du lithium, on extrait du lithium pour produire des semi-conducteurs. L'exploitation minière en France est quasiment... on a fermé toutes les mines. Toutes les mines sont fermées. Voilà. Donc, il faudra, si on veut avoir une certaine autonomie en matière de semi-conducteurs, produire en France. Donc, ouvrir des mines. Alors, Philippe Narzeguin, j'en profite parce que j'ai découvert aussi, lors de nos discussions et en préparant... Et en Espagne aussi, excusez-moi. En préparant cette émission, que finalement, il y a une sorte de monopole sur la production, l'extraction de lithium au niveau mondial, en Australie, au Chili, en Argentine et en Chine. C'est-à-dire qu'en réalité, même les États-Unis sont très très loin derrière en termes de production. Donc là, on est aussi dépendant, parce qu'on parlait des dépendances la dernière fois, on est dépendant de ces producteurs de matières premières. Tout à fait. Et des accords donc économiques qui sont passés. Et des accords économiques, parce que eux, les États-Unis, entre-temps, ils avancent très très rapidement. Notamment dans les accords qui passent avec certains pays qui font partie du Quad, dont on a parlé auparavant, sur justement la stratégie à avoir en matière de semi-conducteurs. Bon. Donc, on n'a pas maîtrisé l'approvisionnement des matières premières. Veut-on exploiter les mines qu'on a, par exemple, en France, en Espagne? Ça, on verra ce que disent les défenseurs de l'environnement maintenant, parce qu'ils nous ont convaincus qu'il fallait passer à la voiture électrique pour sortir des énergies fossiles. Est-ce qu'ils accepteront, mais ça c'est une question politique, on ne va pas en parler ici, est-ce qu'ils accepteront maintenant de dire qu'il faut produire en France du lithium, qu'on va pouvoir ouvrir des mines de lithium en France, qui se trouvent en Bretagne d'après ce que j'ai compris, ou en Espagne, il y en a pas mal aussi. Bon. Deuxièmement, il fallait construire, bien sûr, mettre en place des industries de semi-conducteurs. Donc évidemment, nous sommes à la merci d'entreprises comme TSMC pour la fourniture de batteries électriques, parce que eux, finalement, ils ne fournissent que le produit fini. Eux, ils ont maîtrisé l'approvisionnement, bien sûr en achetant ou en déjà sécurisant des réserves, ou même en achetant des mines, sans doute, dans ces pays-là. Et ils ont des stocks stratégiques. Donc, deuxième question que je pose, est-ce qu'on a mis en place en France et en Europe des stocks stratégiques en lithium, nickel, cobalt? Et on n'a pas construit, bien sûr, d'industrie, de filière industrielle en matière de semi-conducteurs. Et puis, bien sûr, la troisième question, c'est la question du prix. Parce que si une voiture d'entrée de gamme, c'est 38 000 €, on imagine bien que la voiture moyenne sera autour de 50 000, une voiture électrique, bien sûr. Le prix d'une voiture électrique sera autour de 50 000 €, sans doute. Je dirais moyenne gamme. Donc, ces trois réflexions sont vraiment importantes pour éclairer ceux qui nous écoutent par rapport à ce qui est dit, ce qui est déclaré, par rapport au rapport qu'on fait. Et puis, le plus grand, c'est assez incroyable qu'on n'ait pas mentionné quand même dans ce changement climatique qu'il fallait quand même exploiter des matières premières minérales à nouveau. Donc, face à ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, à la fermeture, à la coupure de gaz naturel ou au boycott ou sanctions économiques, mais là, je m'aperçois que la Russie, c'est elle qui, au fur et à mesure, coupe la fourniture en gaz naturel, par moment, enfin, régule en tout cas le marché.
Et résultat, on revient au charbon. Est-ce qu'on avait imaginé ces scénarios-là? Parce que c'est ça de faire de la stratégie économique. Je parle toujours de la stratégie économique. Ça, on le savait déjà. Les économistes le savaient. Nous-mêmes, on en avait parlé avant même, bien avant la guerre en Ukraine. On en avait parlé il y a 1 an, rappelez-vous, Christophe Porlier, à propos de la supply chain. Absolument. D'accord. Donc on était déjà nous en avance par rapport, sans doute, enfin la petite émission causerie de l'économie, on était en avance par rapport aux stratèges qui nous dirigent. Et nous étions très très loin d'imaginer l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, avec les conséquences que cela. Voilà. Donc, mais déjà à l'époque, nous en parlions parce que justement, il fallait passer au tout électrique. Alors, les capacités d'investissement d'une entreprise comme Taiwan Semiconductor, 100 milliards d'euros sur 2 ans. Oui, 100 milliards de dollars, on peut dire 100 milliards d'euros, parce que le dollar est 1 euro égale 1 dollar, enfin 1 euro égale 1. C'est considérable, c'est-à-dire c'est des capacités d'investissement. Est-ce qu'en Europe, on a des champions? Non, la zone euro, ils avaient prévu, je sais plus, je ne veux pas dire des choses qui sont fausses, mais ils avaient prévu quelques milliards d'euros par an sur 5 ans, quoi. Donc, eux, là, c'est 100 milliards sur 2 ans, 50 milliards de dollars par an. Une firme en Asie. Donc, je pense que les Japonais, avec le Quad, ils vont faire pareil, sécuriser les approvisionnements en Amérique du Sud ou dans d'autres pays en matière de... Mais d'ailleurs, c'est un bel exemple de stratégie économique, de spécialisation, parce que Taïwan c'est donc... Taïwan, c'est un pays qui fait 23 millions d'habitants et dont la superficie est la même que la Hollande, 36 000 km². Il n'a pas de ressources naturelles. Aucune ressource naturelle. Et pourtant, ils sont capables de battre les Européens déjà, d'être très en avance par rapport à toute l'Europe. Bon, donc ça c'est le point important. Deuxième filière affectée, c'est bien sûr la filière textile. Là encore, c'est une filière industrielle qui emploie des millions d'emplois, enfin millions de personnes dans le monde. Et en emploi indirect, pareil. Ça fait travailler en amont toutes sortes de filières. Quand on parle textile, nous disons la chemise, le pantalon, le manteau, le chapeau, enfin tout ça c'est du textile bien sûr, la cravate, etc. Mais en amont, il y a toutes les matières premières qui vont avec le textile. Et là, pareil, nos industriels sont en difficulté, il faut le dire déjà en France, par rapport à ces produits, ces matières premières. Il faut savoir que de 2020 à 2021, le prix de la matière brute en coton a été multiplié par 2. Et il faut savoir aussi que les autres prix, polyamide, élastane, pigments pour la teinture, ont augmenté de 50%, et ces produits viennent d'Europe de l'Est, faut le rappeler. Et n'oubliez pas que l'industrie du coton est dominée par l'Inde, qui est le premier producteur mondial actuellement, la Chine, deuxième producteur mondial, et les États-Unis, donc troisième producteur mondial. Et là, il y a effectivement une flambée des prix sur le coton, parce qu'il y a eu une sécheresse aux États-Unis, les États-Unis n'ont pas pu fournir aussi le quota, le montant en volume, bien sûr, exporté chaque année. Et là, des entreprises en France, par exemple, chez nous, en Europe, souffrent déjà de cette flambée des prix sur ces matières premières. Et donc, ça a des conséquences donc sur le tissu économique, parce qu'en France on a quand même toute une industrie autour du textile. Alors justement, je voudrais montrer aux auditeurs, c'est que en France, on a quand même 62 000 salariés. Ça n'a plus rien à voir avec ce que nous étions en 1960, bien sûr, ou même 70. Mais il reste quand même 62 000 salariés. Ça n'est pas négligeable quand même si ça n'est pas négligeable, parce que en termes microéconomiques, du coup, ça n'est pas négligeable. Vous avez 2200 entreprises, et puis ça génère quand même des emplois indirects. Tout emploi industriel, quel qu'il soit, génère 3 emplois indirects. Donc n'oublions pas cette importance-là, surtout quand on a un nombre de chômeurs important en France. Bon. Et donc, à nouveau, le problème qui est posé, c'est la problématique des chaînes d'approvisionnement. De la rupture des chaînes d'approvisionnement, du manque de matières premières, donc, pour ces filières-là, tout simplement. Et ces filières-là aussi, on observe une augmentation actuellement des prix, par exemple, sur le coton. Bien sûr. Donc, ça va se répercuter sur le consommateur. Donc, là encore, notre pouvoir d'achat va diminuer naturellement. Et nous avons une inflation. Alors, je ne vous ai pas posé la question de la causerie précédente, mais forcément, elle nous vient à l'esprit. C'est-à-dire que cette inflation, il fut une époque où il y avait une indexation des salaires sur les prix, donc ce qui permettait quand même aux consommateurs de maintenir un pouvoir d'achat à peu près constant. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, on va observer une situation très problématique en termes de consommation. Alors, justement, venons à la période que nous avons connue tous les deux, de 1981, 82, etc. Sauf qu'à l'époque,
le gouvernement avait obtenu la désindexation des salaires sur les prix. Ce que les syndicats avaient accepté, rappelez-vous, Christophe Pourlier. Oui, oui, absolument. Donc c'était dans la panoplie anti-inflationniste. C'est ça en fait, les mesures comme mesures anti-inflationnistes, nous avions obtenu ça. Le gouvernement français à l'époque avait obtenu cette désindexation des salaires. Est-ce qu'aujourd'hui ce sera le cas? On ne sait pas. On verra les négociations salariales entre les partenaires sociaux. Donc aujourd'hui, les salaires ne sont pas indexés sur les prix. Pour l'instant, on verra. On n'a plus ce levier-là pour lutter contre l'inflation. Parce qu'à l'époque, là, vous l'annoncez comme quelque chose qui a permis de lutter contre l'inflation. Oui, c'était une des mesures, avec bien sûr les taux d'intérêt. Rappelez-vous, les taux d'intérêt avaient flambé, on en a discuté dans la causerie précédente sur l'inflation. Donc, on n'a pas cet outil de désindexation des salaires. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant. Est-ce que les syndicats accepteront dans les mois qui viennent? Parce que l'inflation, c'est au bout d'un an, on constate l'inflation et on fait une négociation salariale, quoi. On peut la faire même en anticipé, en disant, voilà, il y a les prévisions de la Banque de France, notamment, et on passe à ces négociations salariales, et nous, on veut une indexation totale des salaires sur les prix, donc auquel cas, les salaires augmenteraient au minimum de 5,2%. Est-ce que ça aurait un impact sur l'inflation ou ça aurait c'est un impact sur les entreprises. C'est ça. Et ça va nourrir encore plus l'inflation. Voilà, le risque est de nourrir encore plus l'inflation. D'accord, il faut bien comprendre ce mécanisme, c'est ce qu'on appelle le cercle vicieux, en quelque sorte, de l'inflation. Bien, Philippe Narassiguin, donc cette deuxième filière très importante et ô combien importante et qui a eu une histoire en France avec les grandes filatures du nord de la France, enfin, toute cette période industrielle, mais aujourd'hui qui n'existe plus. 62 000 entreprises qui restent malgré tout en France aujourd'hui avec une activité non négligeable en termes de production et de créativité, de création d'emplois. Un autre sujet. Alors juste un petit mot avant de passer à l'autre sujet, c'est qu'effectivement l'Italie reste quand même une grande puissance industrielle et aussi textile. Il ne faut pas oublier. D'accord. Donc les Italiens ont pérennisé, si je puis dire, avec des taux de marge intéressants aussi. Il faut dire, l'industrie n'est pas pénalisée en Italie. Les taux de marge sont importants. Ils sont plus importants, surtout l'Italie du Nord, qui est une. Ah oui, l'Italie du Nord, c'est vraiment une puissance économique comparable à l'Allemagne. Hein. Le nord de l'Italie, c'est très industrialisé. C'est très industrialisé, bien sûr. Tout à fait. Alors, l'inflation, maintenant, la question de cette deuxième partie, nous l'avions annoncé, nous allons aborder la question de l'inflation et de la théorie économique, la parité de pouvoir d'achat et la problématique de l'inflation importée. Oui. Alors, c'est vrai que dans la causerie d'avant, on s'était dit, donc sur l'inflation toujours, je parle de l'inflation, il y avait plusieurs causes de l'inflation. Effectivement, dans l'approche sur la monnaie, quand il y a trop de monnaie, évidemment la monnaie se dévalorise, se déprécie, il y a la hausse des prix, il y a trop de monnaie par rapport au volume de production qui lui reste constant, à ce moment-là, il y a inflation. Et si effectivement votre inflation est plus forte dans le temps, sur 2 ou 3 ans par rapport à l'inflation d'un pays de référence, par exemple pour nous, la zone de référence, c'est quand même la zone américaine. Puisque, en plus, comme vous le savez, nous facturons beaucoup de nos échanges commerciaux en dollars en plus. Donc, effectivement, si nous avons, j'ai peut-être pris un exemple, si la zone euro, fait 8,5% d'inflation, et si aux États-Unis, on a 3% d'inflation, donc la dépréciation serait de 5,5%. C'est ce que dit une théorie qui s'appelle la théorie de la parité des pouvoirs d'achat relatifs. C'est vraiment dans l'approche de l'inflation par la monnaie, en quelque sorte. L'inflation aurait un rôle à 2 niveaux. La monnaie aurait un rôle à 2 niveaux. Un, bien sûr, l'excès de monnaie conduirait à l'inflation. Ça, c'est la première séquence. Et 2, l'inflation aurait une action sur le taux de change. Il faut bien comprendre les séquences. Elles sont liées de toute façon. C'est ce qui se passe en Turquie. Une inflation, une hyperinflation, 70% bientôt, à la fin de l'année. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La monnaie turque se déprécie de plus en plus. La seule possibilité, je ne sais pas si le gouvernement turc l'a fait, c'est de faire un contrôle d'échange. Et je crois qu'ils l'ont fait, ou ils commencent à le faire, c'est-à-dire de dire aux citoyens turcs, vous ne pouvez plus convertir la monnaie turque en euros ou en dollars ou en d'autres monnaies. Donc, on laisse on interdit les conversions finalement. Parce qu'on a besoin de réserves de change en dollars ou en d'autres monnaies pour faire des importations, notamment pétrolières, gazières, etc. Donc, vous voyez que la séquence théorique est très importante. L'approche théorique est très importante. Alors, Philippe Narassiguin, c'est quand même, là pour le coup, on va prendre le temps quand même de l'expliquer parce que c'est compliqué. Donc, supposons on a une inflation à un taux
mettons de 8% dans la zone euro, de 5%, 8,5 j'ai mis. 8,5 et de 3% aux États-Unis. Alors comment cette inflation, donc ce sont effectivement pour le coup mesurés. C'est ce qu'on appelle le différentiel d'inflation. C'est le différentiel d'inflation. Voilà. Alors ce différentiel d'inflation, comment est-ce qu'il va impacter, on va dire, le pouvoir d'achat, par exemple, d'un consommateur français? Notre inflation augmente de 8,5%. À ce moment-là, effectivement, notre pouvoir d'achat diminue du même montant. D'accord ? Parce que la hausse des prix atteint ce niveau-là. C'est-à-dire tous les prix, en moyenne, je parle bien, en moyenne, ont augmenté de 8,5%. Notre pouvoir d'achat diminue. Ça, c'est la première étape. C'est ce que je vous disais. C'est pour ça qu'on parlait de politique monétaire. C'est pour ça que la Banque centrale, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va fermer le robinet de l'inflation par la monnaie. Vous vous rappelez, dans les causes de l'inflation, nous avons l'inflation par la demande, l'inflation par les coûts, et puis la troisième approche de l'inflation, c'est une approche monétariste, l'inflation par la monnaie. Que fait une banque centrale quand elle augmente son taux d'intérêt directeur ? C'est qu'elle assèche le conduit monétaire en quelque sorte. Elle va dire, il y aura moins de crédits on augmente les taux d'intérêt directeurs, donc les banques centrales auront des taux plus importants. Les banques centrales vont répercuter ces taux à la clientèle, les taux d'intérêt vont augmenter, donc moins d'achats. Et on fait baisser l'inflation par ce biais-là. Parce que les taux d'intérêt sont tellement élevés que les emprunteurs empruntent moins et donc il y a moins d'achats. Ils ont moins d'argent sur leur compte, donc il y a moins d'achats. Et donc on fait baisser l'inflation. Donc ça, c'est le volet monétaire de l'inflation. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à ce moment-là, non seulement il y a une amputation de notre pouvoir d'achat, mais de l'autre côté, cette inflation, si elle est plus importante qu'une inflation d'une grande zone de référence, là on a pris les États-Unis, cette inflation pourrait nous pénaliser notre monnaie. La valeur de notre monnaie par rapport à la valeur de la monnaie de référence. Si on se réfère généralement au dollar, parce qu'en plus, le dollar, c'est la première monnaie de facturation des échanges commerciaux internationaux. Donc au niveau mondial, bien sûr, c'est la première. La question des taux de change est au cœur du... Et alors, justement, c'est là, dans cette approche monétariste, ce qui était très intéressant, c'est que souvent on oublie cet effet de taux de change. On se dit oui, mais finalement, c'est bien de dire que les économistes ont pu voir à peu près qu'il y a... la théorie économique dit effectivement les différentiels d'inflation s'y perdurent dans le temps, il y a une dépréciation de la devise nationale, de la monnaie nationale. Bon, ça c'est bien. Après, il y a d'autres facteurs qui jouent, mais là on n'a pas le temps de l'expliquer, qui jouent contre la parité relative des pouvoirs d'achat, mais globalement la parité des pouvoirs d'achat est respectée à moyen terme, parce que même si on augmente ces taux d'intérêt pour faire revenir les capitaux, il faut vraiment les augmenter de façon, ce que les Turcs font aujourd'hui, il faut vraiment les augmenter de façon considérable pour faire revenir les capitaux, mais si on les augmente de façon considérable chez l'épargne, les taux sur les crédits bancaires vont augmenter encore plus, donc voyez, on n'en sort pas finalement. Donc laissons de côté cette partie qui vient contrecarrer finalement la théorie de la parité des pouvoirs d'achat relatifs. Disons que globalement elle est respectée, parce qu'on le voit d'ailleurs, quand l'inflation atteint des niveaux très très importants, par exemple en Turquie, la devise turque se déprécie de façon considérable. C'est ce qu'on anticipait sur la Russie, mais pour l'instant, ce n'est pas arrivé. Au contraire, le rouble s'apprécie pour des raisons de politique monétaire, de politique de change menée par la Banque centrale de Russie. Bien, on voit à quel point cette question est importante. Donc, il faut bien retenir les séquences. C'est ce que je voudrais dire, c'est les séquences en fait. C'est premièrement l'inflation par la monnaie, pour ceux qui nous écoutent. Ça agit, s'il y a un volume de monnaie trop important, l'inflation, la masse monétaire conduit effectivement à plus d'inflation. Mais en même temps, l'inflation produit une dépréciation de notre monnaie nationale par rapport aux monnaies étrangères. Alors, ce qui est important de comprendre, en néophyte que je suis, sur la parité de pouvoir d'achat relatif, c'est qu'en fait, lorsqu'on achète un objet à un certain prix, en euros par exemple, eh bien, ce même objet va coûter un autre prix dans la zone, mettons, aux États-Unis, par exemple. Vous voyez ? Bien sûr. En moyenne, oui, parce que en réalité, ce qui va faire qu'en fait, pour obtenir le même panier de la ménagère, par exemple, je vais devoir dépenser tant d'euros ou tant de dollars ou tant de roubles, etc. Donc ça, c'est effectivement, lorsqu'on compare les pays, il faut regarder aussi ce que l'on peut, avec une unité de valeur monétaire, acheter. À ne pas confondre, là, vous parlez de la parité. Alors voilà, c'est la question. La parité des pouvoirs d'achat, la parité absolue, la parité de la PPA, à ne pas confondre avec la PPA. Alors, c'est important de... C'est l'autre versant théorique de la PPA. La PPA, c'est la parité des pouvoirs d'achat sous sa forme absolue. La PPR, c'est la parité des pouvoirs d'achat sous sa forme relative. Il n'y a pas de liaison entre les deux. Il n'y a pas de liaison entre les deux. L'un parle du pouvoir d'achat, c'est ce que vous dites, PPA.
L'autre parle, c'est pour ça qu'on parle de taux de change PPA. On peut calculer un taux de change PPA, d'accord, parité de pouvoir d'achat par rapport au taux de change observé sur le marché, mais là c'est un petit peu trop compliqué. Là, Philippe Tarassigan, ne rentrons pas dans c'est très très technique, je pense, pour les personnes pour les personnes qui nous écoutent, ne rentrons écoutent. pas dans ces considérations théoriques. Voilà, donc c'est important de dire que ça, bon, la parité de pouvoir d'achat relative, impact sur l'inflation, voilà. Et enfin la problématique de l'inflation importée. Alors, ça impacte sur le taux de change, donc bien sûr, on aura le problème de l'inflation importée. Qu'est-ce que c'est l'inflation importée? C'est très important. Je vais prendre un exemple. En 2021, en France, donc en France, je parle pour la France, les importations, alors j'ai arrondi, hein, les importations ont été en fait de 585 milliards. Donc j'ai mis dans l'exemple 600 milliards d'euros. Oui, c'est un chiffre arrondi pour la démonstration. Pour la démonstration, d'accord. À l'époque, donc à la fin 2021, donc si on prend une moyenne, du taux de change, c'est la moyenne arithmétique, hein, tous les jours il y a des taux de change, hein, parce que le change varie tous les jours, donc si on prend une moyenne arithmétique sur 365 jours, parce que le marché des changes fonctionne 24 heures sur 24, y compris le dimanche bien sûr, hein. Donc si on prend une moyenne et on va dire, toujours pour les besoins de la démonstration, à ce moment-là, sur l'année 2021, on avait 1 euro égale 1 dollar. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a importé en dollars, là c'est les importations en dollars, en USD, en dollars, 1 euro étant égal à 1 dollar, donc c'était 600 milliards de dollars. Je le marque quand même, hein, pour que les personnes qui nous... de dollars, pardon. Attendez. Je vais mettre le blanc là, 600 milliards de dollars. Comment je peux l'effacer, ça? Il y a une petite gomme, là, normalement, sur la tablette. Bon, voilà, on peut laisser comme ça. 600 milliards de dollars. Donc, je prends une hypothèse très favorable à la France. On se situe en 2022. Supposons que la valeur, donc les prix, la valeur reste toujours à 600 milliards de dollars. Donc, on met importation française, toujours 600 milliards de dollars, donc on dit toujours 600 milliards d'euros. D'accord? 600 milliards d'euros. On va créer une deuxième page à la suite et on va dire, sauf que on prend l'hypothèse justement de dépréciation de l'euro par rapport au dollar. Cette fois-ci, l'hypothèse qu'on va prendre, c'est 1 dollar égale à 1,10 euro. Donc vous allez me dire, mais c'est une petite dépréciation. 10 centimes, c'est pas beaucoup. Ben on va voir cette petite dépréciation, qu'est-ce qu'elle va signifier pour nous, ménages français, entreprises françaises, qu'elle va signifier. Ça signifie quoi? Ça signifie que là, puisque on importe toujours pour 600 milliards d'euros, 600 milliards d'euros, donc on dit importation stable sur l'année. La valeur est la même. Sauf que, uniquement avec le change, vous avez multiplié par indice, vous avez en réalité 660 milliards d'euros. D'accord? Donc vous voyez que uniquement avec le change, 660 moins 600, nous avons une augmentation du coût de nos importations de 60 milliards d'euros. Ça, c'est une augmentation considérable, bien sûr. Et donc, c'est ce qui représente le concept d'inflation importée. C'est l'inflation importée, c'est-à-dire que le change simplement. Donc, je prends l'hypothèse très positive que la valeur de nos importations sur l'ensemble de l'année 2022 n'augmente pas. On reste au même niveau. Qu'il n'y ait pas d'importation supplémentaire, que notre balance commerciale ne se détériore pas encore plus. Elle s'est beaucoup détériorée en 2020. Elle s'est beaucoup détériorée en 2021. Moins 85 milliards, quasiment, de solde commercial négatif en France. Mais là, je prends une hypothèse très positive.
Et là, alors évidemment, la seule restriction que j'apporte au raisonnement, c'est que dans les 600 milliards, il y a une partie qui est facturée 50% à peu près en euros, 50% en dollars. Mais on va faire le calcul. Donc, même si 50% était facturé en dollars, ça ferait une augmentation de 30 milliards d'euros. Uniquement dû au change. Donc, une variation de 10 centimes peut faire flamber le coût de nos importations à 60 milliards. Si on prend moitié dollars en facturation, moitié euros, 30 milliards. Je pense que la démonstration Et donc, est très claire. Ce qui est important, c'est quoi? C'est que là, on retourne à la séquence. On a une augmentation de nos coûts de production. Des coûts de production. D'accord? Lorsque les coûts de production augmentent, là, on déroule une séquence. Attendez, je vais prendre la page précédente. On va mettre une page blanche. Lorsqu'on a une augmentation du coût de production pour les entreprises, on aura donc une inflation supplémentaire, mais une inflation supplémentaire due simplement à cette variation de change. Donc, on a en fait l'inflation importée regroupe deux éléments en réalité, dû au taux de change uniquement là. Donc, l'inflation importée donc là, pour l'instant, on résulte de deux phénomènes. D'accord. Les prix et le taux de change. Les prix augmentent et le taux de change se déprécie. La valeur de la monnaie, donc la valeur de l'euro se déprécie par rapport au dollar. Donc là, c'est uniquement dû au taux de change. Pourquoi que 60 milliards? Parce que j'ai mis une hypothèse favorable à l'économie française où on n'augmentait pas les prix de nos importations, que la valeur restait la même en fait. C'est ça, mais les prix augmentent aussi, puisqu'on a vu tout à l'heure dans l'exemple. L'inflation importée, justement, l'inflation importée va nous toucher, c'est la double peine. L'inflation importée va nous toucher au niveau des prix des biens importés. Si effectivement la valeur de nos importations augmente encore plus par rapport à l'année 2021, mais il y a un risque de change très important. Alors Philippe Narazien, je crois que la démonstration était très claire. Nous arrivons au terme de cette émission. Donc qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de ces deux épisodes sur la question de l'inflation? Est-ce qu'elle sera durable? Les différents visages de l'inflation. Bref, on a dressé un panorama un peu général. Des fois des notions un peu techniques, un peu complexes. Ben là, je pense dernier, oui, peut-être excusez-moi, peut-être un petit peu difficile sur la fin de la deuxième émission, mais on y reviendra, je pense, dans d'autres émissions pour essayer d'approfondir ces concepts. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de cette séquence des grandes questions économiques sur l'inflation? Je crois qu'il y a plusieurs conséquences fortes, en fait. La première conséquence, le premier mot que je vais utiliser, c'est quand même la résilience. D'accord? On l'a vu à chaque fois, il y a des pays qui seront résilients, des pays qui seront beaucoup plus fragiles, des pays qui ne seront pas du tout résilients. Il y a un risque, effectivement, d'affaissement, en tout cas, supplémentaire pour ces pays fragiles. Si on parle de la France, moi, ce que je crains le plus, c'est qu'on a encore plus de désindustrialisation face à des importations qui augmentent encore, qui augmentent de façon constante, de façon régulière. Ça, c'est mon premier souci, en quelque sorte. La première chose que je voudrais dire, c'est la notion de résilience. La deuxième chose, c'est que cette notion de résilience, on l'a vu, est mise à mal par la question des chaînes d'approvisionnement. Parce que quand on parle de changement climatique, il faut bien parler de lithium, de cobalt. Malheureusement, on revient à des choses... Nous, les économistes, nous revenons toujours à des choses basiques. Et là, à ce moment-là, l'inflation peut être durable si, en plus de ce qu'on a dit, il y a ajouté à cela les augmentations considérables de prix sur les voitures électriques. Entrée de gamme, on l'a vu, 38 000 €, mais je ne reviens pas là-dessus. Okay. Et ça, c'est un point important. Troisième point important, c'est que on n'a pas anticipé, on aurait pu nous anticiper les choses. On l'a vu d'ailleurs dans, je crois, une causerie précédente. On aurait pu anticiper les problèmes énergétiques, notamment notre dépendance énergétique, en fortifiant, à côté des énergies renouvelables, en fortifiant la filière nucléaire. On ne l'a pas fortifiée. Donc, on se fragilise. Ça veut dire qu'on n'a pas eu une stratégie économique globale en matière d'industrialisation, en matière de résilience, en matière d'autonomie alimentaire, en matière énergétique. Donc, cette stratégie économique, nous ne l'avons pas. D'autres pays l'ont. Nous ne l'avons pas en France et nous avons les résultats qui sont mauvais
N'oubliez pas le niveau de la dette publique, n'oubliez pas les déficits publics, n'oubliez pas les déficits commerciaux que nous cumulons depuis 2004 exactement. Donc ça, c'est une source supplémentaire d'affaiblissement de notre compétitivité, parce que si effectivement nous ne maîtrisons pas l'inflation, les coûts, les prix de revient des entreprises vont augmenter et notre compétitivité internationale va s'affaiblir. Et donc nous aurons encore plus d'importations. Voilà le tableau, la synthèse qu'on peut faire donc de ces deux causeries qu'on a donc menées sur l'inflation, la réflexion qu'on a menée sur l'inflation. Philippe Narassiguin, cette conclusion, alors évidemment, le constat n'est quand même pas réjouissant, il faut quand même le reconnaître. Est-ce qu'on peut avoir quand même une certaine note d'optimisme pour clôturer ce... Dans un pays, tout est redressable. Est-ce que c'est possible, voilà, Oui, sauf qu'il faut... il faut un minimum de sacrifices, il faut un minimum de stratégie économique claire et cohérente et qu'on poursuit dans le temps. Il faut, je l'ai dit 1000 fois, mais je reviens quand même dans la conclusion, vous me demandez, on ne peut pas faire face à la concurrence internationale si on n'a pas des taux de marge des entreprises remis à niveau. Les femmes, on parle toujours à la télévision d'impôts de production, mais il n'y a jamais de réforme sur les impôts de production, c'est le taux de marge en fait. D'accord ? Si on fait ça, effectivement, là, nos entreprises vont se remuscler, mais ça va prendre 10 ans. Si on veut se réindustrialiser, mais ça va prendre 10 ans ou plus, mais au moins, faisons-le maintenant. Faisons-le. Ne perdons pas de temps, on a perdu 40 ans déjà. Et si on commence, alors là, on va perdre encore des parts de marché, on va perdre encore nos industries. Donc, tout est redressable. Je l'ai vu. On a fait un webinaire l'an dernier en géopolitique du vaccin dans notre série sur la République tchèque. La République tchèque, c'est le taux d'industrialisation le plus élevé d'Europe. Mais la République tchèque aussi travaille beaucoup avec l'Allemagne. Mais peu importe, son niveau de vie a été multiplié par... maintenant, en parité de pouvoir d'achat, justement, le niveau de vie de la République tchèque dépasse l'Italie ou l'Espagne. Peu importe si ce sont des investissements directs étrangers, ils se sont industrialisés, ils ont mis en place une industrie compétitive grâce aux investissements directs étrangers, c'est incontestable, et grâce aussi maintenant aux capitaux tchèques, parce que les Tchèques ont de l'argent. Donc, ils ont créé une classe, une bourgeoisie capitaliste qui détient des entreprises proprement tchèques. Et aujourd'hui, évidemment, c'est un pays qui s'est redressé, alors que c'était un pays qui faisait partie du bloc soviétique, comme on le disait à l'époque. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité, je l'ai toujours dit. Merci Philippe Narassiguin, ce sera le mot de la fin. À très bientôt pour une prochaine causerie. Mesdames et messieurs, à très bientôt également. J'espère que cette série sur l'inflation vous a éclairé. En tous les cas, vous permettra de mieux comprendre les enjeux qui se présentent à nous aujourd'hui. Et à très bientôt pour une prochaine causerie de l'économie avec Philippe Narassiguin.